Alors, bonjour à tous, on laisse le temps un petit peu aux personnes de se connecter et puis on commencera. Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver avec Sophie Benz du CHU de Montpellier pour ce webinaire de recherche paramédicale du GIR-CISO avec pour thématique APIRES, l'appel à projet recherche en soins du GIR-CISO qui fête ses 10 ans. Donc Sophie va vous présenter tout à l'heure un bilan des 5 premières éditions et surtout la présentation de pas 2 mais 3 projets retenus au dernier APIRES. Un porté par Camille Roux et sa collègue du CHU de Montpellier. D'ailleurs, on dit peut-être Roux parce que c'est le sud. Elle nous dira ça tout à l'heure, elle a l'accent qui va bien. Et puis Marie-Laure Gonzalez de l'ICM à Montpellier également. Et puis moi qui étais lauréat également, je vous présenterai une étude. Donc vous le savez, pour ces webinaires, vous pouvez poser des questions directement dans le chat avec l'onglet chatter. Et nous, on donnera les questions que vous vous poseriez. On retournera ces questions avec Sophie au porteur de projet. Voilà, donc bonjour à tous et puis bon webinaire. Je pense que Sophie, je peux te laisser la parole. Oui, bonjour à tous. Donc là, je vais partager mon écran. Je ne le fais pas souvent, donc on va commencer. Voilà, alors là, je ne vais pas être très longue avec tous ces chiffres, mais on voulait quand même, au niveau du GIR-CISO, marquer le coup parce que quand même, Apires fête ses 10 ans et c'est à noter. On va vous présenter le bilan des 5 premières éditions et de deux, non pas 2 projets, mais 3 projets retenus à la dernière, lors de la dernière édition. Donc, juste pour rappel, Apires, c'est un appel à projet bisannuel, donc tous les 2 ans, qui est financé sur les fonds propres du GIRC. Il est destiné, ouvert donc aux 13 établissements membres du GIRC, ainsi qu'au centre hospitalier de l'interrégion. C'est ce qui en fait un peu sa particularité. Là, une petite iconographie pour récapituler un peu les chiffres clés d'Apires. Donc, il y a depuis sa première édition en 2015, il y a 49 projets qui ont été financés. En 2024, c'était la 6e édition. Au niveau du financement, il y a 1,27 million qui ont été dédiés pour financer les projets dans ce cadre. En général, un projet en moyenne fait 26 000 euros, sachant qu'il y a eu une évolution quand même dans la somme allouée par projet. Et depuis sa parution, il y a 6 projets qui ont fait l'objet de publications. Ce qui n'apparaît pas aussi là dans cette petite dans ces chiffres, c'est qu'en moyenne, il y a une quarantaine d'équipes qui présentent des projets, des lettres d'intention lors de chaque édition, ce qui en fait un des appels d'offres assez recherché au niveau de notre GIRC. En rappel rapide, le champ de la recherche couvert par Apires, c'est la qualité et la sécurité des soins, la validation de pratiques innovantes dans le parcours de soins du patient. Ce qui est original dans Apires, c'est validation de pratiques managériales ou pédagogiques innovantes au bénéfice du patient. Et on en aura un exemple là avec le projet présenté par Camille Roux. Et la pertinence des soins. Pour être éligibles, les projets doivent appartenir à catégorie de recherche, recherche impliquant la personne humaine de catégorie 2 ou 3, donc à risque et contraintes minimes, ou les projets horloge ardée.
Si un dispositif médical est inclus dans le projet ou fait l'objet d'une évaluation, il doit obligatoirement être marqué CE et être utilisé dans son indication. Et on va demander dans ces cas-là une participation financière de l'industriel, au moins pour fournir les DM. Le projet doit être un projet à part entière et il ne s'agit pas pour Apires d'apporter un cofinancement à un projet déjà en cours. Pour être éligible également, le projet doit être porté par un professionnel paramédical défini dans le Code de la santé publique. Il faut produire de nouvelles connaissances et avoir un impact réel sur la pratique professionnelle au bénéfice des patients. L'objectif, c'est de mener une étude dans le champ des compétences des soins paramédicaux. Et cette étude, en fait, au départ, à Pires 2015-2016, ça s'appelait appel à projet de pilote de recherche en soins. Donc l'idée, c'est de faire des petits projets qui pourront donner suite ensuite à des projets de plus grande ampleur, plus ambitieux, éventuellement pour pouvoir répondre à un appel à projet type PHRIP. Donc les types de projets, on a des projets monocentriques ou multicentriques avec obligatoirement 50% des centres qui doivent appartenir au périmètre géographique du GIRSI. On accepte les approches qualitatives, quantitatives ou mixtes. La durée maximale du projet est de 2 ans, ce qui est relativement court pour un projet de recherche. Et ça, les catégories de projets, on l'a vu tout à l'heure. La cible, ce sont les infirmiers, les auxiliaires médicaux inscrits au Code de la santé publique. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est dans le diaporama. Et pour les modalités de soumission de ces appels à projets, il faut utiliser les trames qui sont fournies sur le site du GIRSI. Pour rappel, pour peut-être information, la prochaine édition va être lancée à la fin de l'année et on sera sur Apires 2026. Les petites évolutions d'Apires depuis son lancement. Au niveau financement, la première enveloppe était de 69 000 € en 2015. Mais on doit rappeler qu'à l'époque, on n'était pas GIRSI-SOO, c'était le GIRSI-SOUM qui rassemblait un petit peu moins d'établissements. Mais on est passé quand même pour la dernière édition à une enveloppe totale de 353 000 € avec des projets qui sont financés à hauteur de 35 000 à 50 000 € si c'est un projet multicentrique. Concernant les modalités de sélection, on est passé sur les 2 premières éditions, on avait une sélection en une seule phase, c'est-à-dire que les équipes déposaient un protocole complet directement. Et on est passé à une sélection en 2 phases, donc lettre d'intention plus protocole complet. La phase lettre d'intention consiste surtout à vérifier l'éligibilité des projets. Et puis, on a ouvert un petit peu le champ, les domaines de recherche, puisque on peut aussi inclure des dispositifs médicaux dans les projets Apires, et ça depuis 2022. Alors, un petit bilan, je ne vais pas détailler toutes les colonnes et les couleurs. Donc, le bilan qu'on a pu faire, c'est que sur les 5 premières éditions, donc 2015, 2016, 2018, 2020, 2022, juste pour vous dire, donc ça représente 39 projets. Il y a 6 projets qui finalisent les démarches réglementaires. Donc là, vous verrez que sur les 2 dernières, ça concerne surtout les dernières éditions, puisque c'est un petit peu lent à mettre en place, c'est toujours un petit peu fastidieux. Sur l'ensemble des 5 éditions, 16 projets sont en cours d'inclusion. Certains vont bientôt arriver au gel de la base de données. 6 projets sont en cours d'analyse, c'est-à-dire que toutes les inclusions et le recueil des données ont été réalisés. Là, on analyse et puis éventuellement, on essaie de rédiger un article, de le soumettre. 7 projets sont terminés, dont 5 ont fait l'objet d'au moins une publication et 4 ont été abandonnés. Donc, c'est toujours un petit peu dommage de voir des projets abandonnés, mais on est tout à fait dans la moyenne d'abandon de projets on est tout à fait dans une moyenne raisonnable par rapport à ce qui se fait dans les autres types d'appels à projets. Et puis enfin, en 2024, ce sont 10 projets qui ont été sélectionnés. Concernant les publications, parce que c'est quand même après le but d'avoir ce financement, c'est de rendre compte des résultats qu'ont donné l'étude. Donc là, je vous ai présenté
des copies d'écran des publications. Ça, ce sont une étude d'Apires 2016 qui est issue de l'étude Rituelim, et ça a été publié dans International Journal of Nursing Studies, qui est une des revues infirmières les mieux classées, les mieux référencées. Et puis une autre étude, l'étude ETP-QDV, qui provient de l'édition 2016, qui a été publiée dans Patient Education and Counseling. Ça, ce sont les deux publications phares, entre guillemets. Et quand même, il y a 4 autres publications qui sont issues donc des premières éditions d'Apires 2015 et 2016. Et on attend les autres pour vous faire une petite mise à jour au fil du temps. Vous aurez ces diaporamas, donc vous pourrez y revenir tranquillement et même avoir accès à ces publications. Voilà, je laisse maintenant la parole à Camille Roux, c'est bien ça, qui va nous présenter le projet Efficace. Bonjour tout le monde, je suis Camille Roux. Je suis infirmière du coup en réanimation cardio-thoracique à l'hôpital de Montpellier. Et du coup, je vais vous parler du projet Efficace qu'on a monté avec le groupe de recherche qui est du service. Du coup, on a juste, c'est Sophie qui fera les diapos parce que j'ai pas le borne ordinateur. J'y arrive. Vous allez me dire, je jongle avec les écrans. Voilà. Voilà. Donc, le projet Efficace, c'est l'anagramme de plusieurs mots qui sont dans la définition, mais que tu as passé trop vite. C'était l'effet de la simulation in situ sur la qualité de vie au travail et l'efficacité d'équipes pluriprofessionnelles en service de soins intensifs. Merci. Du coup, l'histoire du groupe de recherche infirmier qui s'appelle le GRID. Fin 2023, du coup, on forme ce GRID avec surtout l'envie commune de tous les participants, c'était d'améliorer nos pratiques au sein du service. Du coup, début 2024, on réalise un questionnaire qui est présenté à l'ensemble du personnel paramédical, infirmier, aide-soignant, pour recueillir du coup leurs besoins qui est ressenti par l'équipe de notre service. Sophie. Donc de ce questionnaire, il en ressort quand même, on a un taux de participation de 75% qui était plutôt un bon taux de participation. Il en ressort 66% qui ont des difficultés qui sont surtout des défauts de communication. 50% qui étaient liés au stress et 13% avec une appréhension de se retrouver devant des situations d'urgence. Du coup, notre service, la réanimation, c'est quoi? C'est beaucoup de patients qui ont le pronostic vital à engager avec des défaillances de multi-organes qui nécessitent du coup une rapidité des gestes pour fluidifier leur prise en charge et beaucoup de soins techniques et des méthodes de suppléance spécifiques telles que les respirateurs, les dialyses ou après plus précisément pour nous, notre service de réanimation cardio-thoracique, des suppléances au niveau cardiaque. Du coup, une rigueur de pointe pour les utiliser. Du coup, du fait de l'analyse de ce questionnaire, il a montré qu'il y avait plusieurs difficultés, du stress et des défauts de communication et les problèmes inhérents, les valeurs de la réanimation, un épuisement psychologique du fait qu'on est en constant devant des situations qui nous prennent psychologiquement et émotionnellement, des manques de formation spécifiques liés au service et beaucoup de compétences théoriques et pratiques à avoir pour les soignants assez rapidement. Du coup, de ces deux enjeux, le personnel est quand même soumis à des troubles de la santé mentale avec un épuisement professionnel et un risque de burn-out. Du coup, de ça, on a réfléchi et voilà, il en est ressorti mettre en place de la simulation et in situ, parce que la simulation, c'est un outil pédagogique en plein essor avec un intérêt novateur. Et in situ, c'est-à-dire que ça va se situer dans le service pour vraiment faire une simulation avec des scénarios qui seront spécialisés
par rapport à des situations qui seront rencontrées dans notre service. Donc, l'hypothèse principale de notre recherche, c'est que la mise en place de simulations in situ aurait un impact bénéfique sur la qualité de vie au travail par la diminution du stress et l'amélioration de la communication interprofessionnelle. Le critère de jugement principal, c'est la sous-échelle de satisfaction de la compassion évaluée à l'aide de l'auto-questionnaire Procol 5. Voilà, et on va y revenir un peu plus tard à cette échelle. Les objectifs secondaires, c'était évaluer l'impact de la simulation in situ sur l'épuisement professionnel et le traumatisme vicariant, comparer la notion de job strain ou tension au travail des soignants en fonction de la réalisation ou non de simulation in situ, évaluer l'impact de la simulation in situ sur la satisfaction au travail, évaluer l'impact de la simulation in situ sur le retentissement du travail et sur la qualité de vie personnelle, évaluer l'impact de la simulation in situ sur l'efficacité et la performance d'équipe en situation d'urgence et comparer la survenue d'événements, difficultés de communication, événements indésirables ou erreurs au cours du suivi en fonction de la réalisation ou non de la simulation. Les retombées attendues, c'était une possible acquisition d'une expérience pratique, l'amélioration et l'uniformisation des pratiques et la limitation de l'appréhension des situations d'urgence. Parce que du coup, dans les services de réanimation, il n'y a pas de formation spécifique, c'est plus le compagnonnage du coup qui forme les nouveaux arrivants dans les services. Donc notre protocole de recherche, c'est une étude prospective, comparative, randomisée, monocentrique menée dans le service de soins intensifs du CHU de Montpellier. Les soignants seront randomisés en 2 groupes. Il y aura le groupe A, qui est le groupe test, qui va bénéficier de la simulation, et le groupe B, qui lui sera témoin, qui ne bénéficiera pas de la simulation dans un premier temps. La randomisation sera stratifiée sur le diplôme aide-soignant ou infirmière. Les données seront recueillies par plusieurs auto-questionnaires, du coup, Procol, Karasek, WR-Col, Work-Life Balance Scale, qui sont des questionnaires qui vont plus s'intéresser sur la qualité de vie au travail, le sentiment de compassion, la tension au travail, la relation travail et vie personnelle. Voilà. Et l'échelle de Mayo Team Scale Performance, elle, ça va être plus sur la pratique professionnelle, les performances du coup acquises avec la simulation. Voilà. Et elle sera remplie du coup par un évaluateur en aveugle, cette grille Mayo. Du coup, pour synthétiser tout ça, du coup, il y a l'inclusion qui se fait en première intention, où du coup, tout le monde va remplir les différents auto-questionnaires qui vont du coup évaluer la qualité de vie au travail et l'impact du travail sur la vie personnelle. La randomisation sera faite au plus près dans les 15 jours avant la date de simulation. Ce sera sur des groupes de 10 personnes. Du coup, il y en a qui seront sur le groupe A, qui auront le bénéfice de la simulation, et le groupe B, qui est le groupe test, qui lui n'aura pas de simulation dans un premier temps. Tous les 15 jours, ils vont aussi avoir un carnet de bord pour comparer, voir s'il y a de la survenue ou non d'erreurs dans ces 2 groupes. Du coup, ça va durer sur 6 mois, et au bout de ces 6 mois, on va refaire remplir les questionnaires et on va refaire passer tout le monde en simulation. Enfin, tout le monde, du coup, passera en simulation, pour évaluer l'efficacité de la performance, du coup, avec cette échelle Mayo. Donc, voilà, comme je disais, l'organisation des sessions de formation, ce sera du coup 4 situations d'urgence qui sont fréquentes, qui sont souvent vues dans notre service. Et du coup, ce sera sur une journée. Il y aura 5 personnes qui seront là pour participer à la simulation, pardon. Du coup, dans un premier temps, ce sera l'accueil des participants, où on rappelle les règles de simulation, où on est dans la bienveillance
et dans la confidentialité. Ce qui se passe en simulation reste en simulation. On présente la salle de simulation pour que les gens puissent un peu se repérer. Et après, on fait un briefing de la situation à laquelle ils vont être confrontés. Une partie du groupe qui est là ce jour-là va dans la salle de simulation. L'autre partie reste avec les autres personnes dans la salle de visionnage de la simulation. Et après, tout le monde revient dans la salle pour faire le débriefing de la situation. Et du coup, les débriefings seront assurés par des intervenants qui ont été spécifiquement formés au débriefing. L'avancée de l'étude, elle devrait débuter prochainement au mois de juin. Là, il y a eu la semaine dernière la dernière réunion d'information concernant les modalités d'utilisation des différents logiciels, Enov Clinical et Easy Medstat. Et cette semaine, il y a la visite de mise en place de la simulation. Pour le moment, ce qu'on a comme retour d'expérience, c'est qu'il y a des besoins humains importants, autant des participants à la simulation, les formateurs, les médecins réanimateurs qui doivent être là. Tout ça dans la réalisation avec un planning de base qui est quand même tendu. Après, beaucoup d'organisation en amont avec l'installation de la pièce, le matériel, pendant qu'une partie débrief est sur le débriefing, l'autre partie installe le prochain scénario qui va être joué. Et enfin, à la fin, c'est ranger tout le matériel une fois que la simulation est finie. Les ressources, en tout cas, on est content parce que on est soutenu par notre direction, par la direction du CHU, par notre chef de service et notre cadre de santé. L'ARC, du coup, qui va regarder tout ce qui va être statistique, on la connaît déjà, elle intervient déjà dans notre service, donc on est déjà en collaboration avec cette personne. Et l'équipe soignante du service nous a remonté qu'ils étaient motivés de participer à cette étude. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup Camille. Moi, je connais bien le projet, mais je trouve que c'était vraiment très clair. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Jean, mais moi, je voulais souligner, l'idée, moi, je suis très heureuse de voir que juin, ça va débuter pour un projet qui a été financé en novembre. Donc ça, c'est vraiment super, c'est presque exceptionnel, parce que du coup, ça veut dire les démarches ont été faites. Comme vous l'avez dit, c'est beaucoup d'organisation en amont. Mais peut-être que l'idée ce qu'il faut retenir, le fait que ça marche et qu'il y a eu cette pré-enquête au départ, ce questionnaire au niveau des soignants avec un taux de réponse important, donc ça soutient un vrai besoin dans l'équipe. Et puis un soutien, comme vous le dites, de la direction, des médecins, de toute l'équipe qui est engagée et qui a vraiment envie de se lancer dans ce programme. Oui, franchement, bravo. En effet, la rapidité de démarrage, c'est beau. C'est chouette aussi. Donc, vous avez des gens qui vous disent bravo et aussi une question. Donc, quelle est la salle utilisée pour la simulation? Est-ce que comment ça se passe du coup, plus précisément? Du coup, alors on a une salle un secteur, une pièce de soins normalement où on accueille des patients qui nous est affilié. Le problème, c'est que des fois, on dit on bloque pour nous et en fait, le jour où on doit aller faire, elle n'est pas forcément libre. Du coup, on a trouvé, parce qu'on s'est retrouvé devant ce fait-là sur une fois où on testait les scénarios avant d'être vraiment confronté au jour J devant les personnes qui vont bénéficier de la simulation. Du coup, on a trouvé une autre salle pour pouvoir le faire. Après, voilà, on espère que ce sera du temporaire et que ce ne sera pas quelque chose qui sera répétitif.
Mais voilà, du coup, pour le moment, on sait qu'on a au moins une solution de repli. C'était celle qu'on s'était gardée sous le coude en se disant si jamais, mais c'est pas celle qu'on préfère. Ok, très bien. Et dans le même temps, du coup, parce que c'est la même personne qui pose la question, mais ça rejoint, est-ce que vous disposez de matériel pour enregistrer les vidéos des simulations, pour les débriefings, etc. Et est-ce que vous utilisez des grilles comme qui seraient proposées par la Sopra-Sim? Alors, du coup, effectivement, les scénarios ont été écrits avec la grille Sopra-Sim, supervisée après par un maire qui a validé ou non et qui nous a permis de rajuster ce qui était moins bien. Et pour du coup les caméras, en fait, c'est le CESU qui aussi du coup nous prête le matériel. Par contre, on voit ce qui se passe, mais ce n'est pas enregistré. D'accord. Voilà, on garde pas de traces de ce qui s'est passé. Ça se passe, on le voit, on peut prendre des notes, mais après, par contre, on n'enregistre pas pour garder. Voilà, c'est vraiment la confidentialité. Ce qui se passe ce jour-là reste ce jour-là et ne sort pas de la pièce de ce qui s'est passé. Ok, très bien. Je continue, Sophie, ou tu veux prendre le relais? Non, moi j'ai pas de questions. Il y a toujours une autre question sur du coup le matériel que vous utilisez. Quel type de simulateur vous utilisez? Est-ce que c'est Ça doit être un spécialiste. des simulateurs haute fidélité, des choses je sais pas quoi. Alors, c'est un mannequin basse fidélité D'accord? qu'on utilise. Euh, voilà, Non, je ne sais pas si ça répond. très bien. Et il y avait une question qui m'a été envoyée en message privé plus en termes de, pour vous, dans la gestion de projet, quelle est votre plus grande satisfaction et vos plus grandes insatisfactions, difficultés dans cette gestion de projet de recherche? La grande satisfaction, c'est que, alors vous trouvez que ça va vite, mais nous, on pensait que ça allait se mettre en place beaucoup plus tôt, mais on se rend compte que du coup, il y a plein d'instances à passer, d'abord de validation par rapport à la hiérarchie. Et c'est tout ce côté administratif que nous, on ne connaît pas en étant soignant et auprès des patients, qu'on a découvert avec ce projet. Du coup, voilà, ça c'était un peu contraignant pour nous, ce côté-là, où ben, on avait envie d'y aller. On pouvait y aller et on nous disait, ben non, il faut attendre d'abord telle réunion, telle chose. Et après, ben, c'est que voilà, c'est que ça plaise aux gens, que les gens aient envie. Ça, c'est vraiment notre voilà. On est soulagé de ce côté-là, de voir que l'équipe, le retour est positif, qu'ils ont envie de participer. On a une équipe de pool aussi de réanimation, du coup, qui a aussi envie de participer parce que du coup, ben, ils viennent en remplacement dans notre équipe. Voilà, et avoir ce retour que les équipes nous suivent, c'est vrai que ça, c'est vraiment là. On est content de se dire, on investit du temps personnel. On est content de ce retour-là, que bon, ben, on est bien accueillis. Bon, ouais, super, merci beaucoup pour ces retours. Euh, alors, Florian Bazalgate, vous connaissez? Peut-être? Parce que je crois qu'il il répond un peu dans le chat aussi en disant simulateur SimKelly, mais environnement haute fidélité avec scope virtuel et respi. Voilà. Oui, c'est un des médecins qui est dans Ouais, le projet. Donc effectivement, sur ça, il s'y connaît mieux que moi. parfait. Bon, écoutez, pour l'instant, ça s'est un peu calmé les questions, mais vous pouvez, tous les participants, continuer de poser vos questions. On pourra toujours reprendre un temps à la fin en précisant pour quel projet, mais selon les questions, on devrait comprendre. Et puis, on va peut-être pouvoir passer au deuxième projet. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Bah oui, un grand merci à Camille, à l'équipe Grid et à tous les médecins qui accompagnent, qui accompagnent ce projet. Voilà, moi j'ai hâte de voir. Ben, je pense que vous mettez tout en place pour que le projet puisse se faire, et on a vraiment envie d'avoir les premiers résultats, voir quel effet ça aura sur la santé mentale des professionnels de santé, sur la qualité des soins prodigués, etc. Donc on attend tout ça. Un grand merci. Et on va passer la parole du coup à Marie-Laure qui porte, enfin lauréate du projet, dont je ne me souviens plus l'acronyme, elle va nous le dire, et qui est accompagnée par Kerstin Faravel. Oui, bonjour à tous. Je ne Bonjour. sais pas si vous voyez notre écran.
Voilà. On voit l'écran, mais c'est pas encore en plein écran. Ouais, voilà, en fait. Ça y est. Ça y est, c'est en plein écran? Oui. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de nous proposer la présentation de ce projet Tempos, qui va être mené à l'Institut du cancer de Montpellier. Et c'est une étude de faisabilité d'une intervention éducative d'une infirmière de tabacologie et d'une musicothérapeute sur les symptômes de sevrage chez des patients fumeurs traités pour un cancer. Donc, c'est Marie-Laure Gonzalez, infirmière tabacologue, qui va présenter son projet. Et juste moi, pour ma part, je suis Kerstin Farvel, donc coordinatrice de la recherche paramédicale à l'ICM. Et ce projet Tempos, c'est le premier projet financé depuis que notre organisation a changé. On a en effet, depuis environ 2 ans, fait le choix de développer la recherche paramédicale et nous avons créé le groupe de recherche paramédicale et on est heureux de voir un projet émerger avec cette nouvelle organisation. Et donc, merci beaucoup au GIRSI et à l'appel à projet APRES d'avoir soutenu notre projet. Et donc, comme vous voyez, la co-coordinatrice de ce projet, c'est Aude Manteau, musicothérapeute. Et puis après, il y a tout le reste de l'équipe projet, biostatisticien et patient partenaire, chef de projet, cadre des soins de support et notre médecin addictologue. Donc, alors, je vais passer à la suivante. Voilà, donc la présentation va suivre ce plan avec le rationnel, le contexte, les objectifs, la population, le NSN, et les outils d'évaluation, le déroulement de l'étude et les outils éducatifs, l'état d'avancement et les références bibliographiques. Donc là, je laisse la parole à Marie-Laure qui va vous présenter l'étude. Bonjour à tous. Donc Tempo, c'est tabacologie et musicothérapie pour optimiser le sevrage. Donc, il a été démontré qu'arrêter de fumer après un diagnostic de cancer améliore la réponse au traitement, augmente la survie spécifique au cancer et globale, ça réduit aussi le risque de récidive de cancer et ça prévient les cancers secondaires, améliore la qualité de vie. Donc, on a tout intérêt à proposer à chaque patient l'arrêt du tabac. Et l'Institut national du cancer recommande d'ailleurs de systématiser l'arrêt du tabac lors de la prise en charge de tout patient atteint de cancer, quel que soit le stade de la maladie et le type de cancer. Donc, il y a tout de même 20% des patients atteints de cancer au moment du diagnostic qui sont fumeurs. Et l'annonce du cancer, on appelle ça un teachable moment, c'est-à-dire un moment pédagogique, un moment opportun où le patient peut décider de changer de comportement. Malgré tout, près de 2/3 des fumeurs continuent de fumer après l'annonce de la maladie. Donc, les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour l'arrêt du tabac reposent en première intention sur les substituts nicotiniques, les thérapies cognitivo-comportementales, en deuxième intention la varénicline et le bupropion, dont le Ziban et Champix et Ziban. Sachant que la varénicline n'est pas commercialisée en ce moment, donc ce qui nous pose bien problème. Mais voilà, malgré tout, les taux de sevrage tabagique à 1 an sont faibles, donc on estime de 10 à 35%. Donc, il semble intéressant de compléter la prise en charge du patient avec d'autres moyens non médicamenteux. Et d'ailleurs, on remarque que la réussite au sevrage augmente si le patient reçoit l'intervention de 2 professionnels différents. Aussi, si le patient a une perception d'un sentiment d'auto-efficacité, donc il croit en ses capacités. Et aussi, donc s'il y a vraiment un ressenti, le moins de ressenti possible de symptômes de sevrage, dont le craving. Donc les symptômes de sevrage, ce sont vraiment des obstacles majeurs pour arrêter de fumer.
Et les fumeurs décrivent 3 principaux facteurs de reprise du tabac, le craving, donc le stress et l'anxiété. Et donc, on s'est dit que, du coup, la musicothérapeute qui travaille avec nous à l'ICM, donc c'est, pour la présenter, une professionnelle de soins dont la pratique s'appuie sur un savoir théorique, pratique et clinique en psychologie et neuropsychologie de la musique. Et nous avons remarqué au cours de notre recherche de la littérature que la musicothérapie était très efficace sur la qualité de vie des patients ayant un cancer, sur le stress, sur l'anxiété et les symptômes de dépression. Et donc, il y a certains symptômes qui correspondraient aux symptômes de sevrage tabagique. Et donc, on a supposé, en tout cas, on pourrait supposer que la musicothérapie pourrait être efficace sur la réduction du craving et de certains symptômes. Donc, on a réfléchi et on a pensé à une construction d'une bande sonore construite avec le patient, en collaboration avec la musicothérapeute. Et donc, ça a l'avantage d'être un outil très original que le patient pourrait avoir sur son téléphone ou sur un autre moyen d'écoute. Et il serait utilisable du coup en autonomie, donc c'est ce qui nous a beaucoup plu, à portée de main avec une durée d'écoute d'environ 10-15 minutes. Et ça, donc ça considère vraiment l'intégration de l'éducation thérapeutique du patient dans ce projet de recherche pour valoriser la participation du patient et puis valoriser son autonomie. Donc le contexte à l'ICM, on a donc l'ELSA, l'équipe de liaison et de soins en addictologie. Et donc, on propose des consultations de tabacologie. Donc, depuis 2007, il y a une infirmière, donc moi-même. Je suis à 80% en addicto, donc service ELSA. Et après, j'ai une journée par semaine en éducation thérapeutique du patient. En diplôme universitaire, donc j'ai le diplôme de tabacologie, d'algologie et d'éducation thérapeutique. Et après, c'est les bases du suivi en tabacologie, donc l'entretien motivationnel et TCC. Et après, on est actif aussi sur les projets de recherche de l'établissement. Et Aude Manteau, qui est musicothérapeute depuis 2019, elle est là 2 jours par semaine et elle a déjà mené un projet de recherche sur l'impact de la musicothérapie sur la douleur des patients pris en charge pour un cancer avancé. Donc l'objectif principal, c'est vraiment d'évaluer la faisabilité d'une intervention éducative combinant un suivi par l'infirmière tabacologue et par la musicothérapeute, donc chez des patients fumeurs ayant un cancer. Et le critère de jugement principal, ce sera de regarder la proportion des patients qui adhèrent à l'intervention, des consultations infirmiers de tabacologie, mais aussi des séances de musicothérapie. Donc la définition de l'adhésion, ce sera au moins 5 sur 7 consultations infirmières en tabacologie et au moins 4 sur 6 séances de musicothérapie encadrée. Je te laisse faire. Ok, pour les objectifs secondaires, donc ça serait de décrire ou évaluer la consommation de tabac par le nombre de cigarettes fumées, et après l'évolution des symptômes de sevrage par une échelle de sevrage de la cigarette. Donc c'est une échelle validée. Et on va aussi évaluer l'évolution du craving par une autre échelle, French Tobacco Craving Questionnaire. Et après l'adhésion à l'écoute en autonomie de la musicothérapie. Ça sera relevé par le patient sur un carnet de bord. L'évolution de la motivation sur une échelle numérique et évolution de la confiance du sentiment de compétence personnelle, ça serait sur une échelle numérique et à l'aide du questionnaire General Self-Efficacy Scale, et aussi l'évolution des symptômes d'anxiété et de dépression avec l'échelle HADS. Les patients qui vont être inclus, c'est des patients majeurs traités pour un cancer à l'ICM, des patients fumeurs,
avec une motivation et une confiance égale ou supérieure à 5 pour modifier la consommation, parce qu'il faut quand même aussi avoir une volonté, et avec une information donnée et un consentement éclairé signé, et la sécurité sociale, et un patient avec un pronostic supérieur à 1 an. Et on ne va pas inclure des patients avec un déficit auditif et qui ont une pathologie psychiatrique non stabilisée et où le suivi régulier est impossible. En ce qui concerne le nombre de sujets nécessaires, comme on s'est basé sur un indicateur de faisabilité, donc on a trouvé avec des calculs des biostatisticiens qui nous ont aidés qu'il serait nécessaire d'inclure 24 patients. Donc après, les résultats vont permettre de générer des hypothèses statistiques pour planifier une étude de plus grande ampleur d'efficacité. Je te laisse parler des échelles. Donc, du coup, l'échelle de sevrage de la cigarette, c'est une échelle qui reprend les symptômes de sevrage. Donc, dépression, anxiété, le craving, qui est une envie impérieuse de fumer, l'irritabilité, impatience, difficulté de concentration, appétit, prise de poids et insomnie. Là, c'est le French Tobacco Craving, donc c'est en 12 items. Et là, ça va être plutôt sur les composantes du craving, donc sur l'émotionnalité, les attentes des effets positifs du tabac, la compulsion et l'anticipation. Là, c'est le déroulé de notre étude. Donc, l'inclusion se fera par l'infirmière tabacologue avec un bilan éducatif partagé initial et les questionnaires. Ensuite, dans un deuxième temps, donc la musicothérapeute va intervenir en séance individuelle. Moi, je ferai aussi un suivi. À J15, la musicothérapeute aura créé la bande sonore avec l'écoute avec le patient. Moi, je ferai aussi une consultation de suivi. À J30, donc ça va être pour la musicothérapeute de revoir un petit peu comment ressent le ressenti de l'écoute de la bande sonore. Et donc, il y aura aussi un suivi en tabacologie. Donc, à 2 mois, ce sera la même chose. À 3 mois aussi. Et là, on va refaire un bilan éducatif avec des questionnaires. Et à 6 mois, à nouveau, un bilan final éducatif, donc avec l'infirmière tabacologue et la musicothérapeute. Et donc, on essaiera de faire des temps en binôme sur les 4 dernières séances pour pas que le patient soit trop sollicité. On y inclut aussi donc la mesure du CO-testeur, qui est une mesure de monoxyde de carbone expiré et qui permet de mesurer l'intoxication tabagique et aussi les bénéfices de l'arrêt du tabac lorsque le résultat est entre 0 et 4 de ppm. Donc là, on a créé un carnet de bord pour le patient pour qu'il puisse noter au quotidien le nombre d'écoutes de la bande sonore, donc il n'aura qu'à cocher à chaque écoute, et puis il va pouvoir mesurer l'intensité de 0 à 3 de chaque symptôme de manque, donc avant l'écoute et après l'écoute, pour voir s'il y a déjà une évolution, le nombre d'écoutes par jour, et voilà, s'il y a des observations supplémentaires. Okay. Mais donc, l'état d'avancement de ce projet, on a travaillé sur la note d'information, le formulaire de consentement éclairé, et en ce moment, ces documents sont en relecture et vont être envoyés au CPP. Et on espère avoir une réponse au courant de l'été pour mettre en place l'étude à l'automne. Et pareil, on est en train de travailler sur le EasyMedStat aussi pour recueillir les données. Et un remerciement spécifique là pour notre patient partenaire qui a été présent à chaque étape de ce projet
surtout pour les projets, pour les documents patients, pour que ça soit le plus simple et pratique possible pour les patients. Et là, c'est les références bibliographiques. Et puis, merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Et puis, juste, j'ai une petite annonce à faire qu'à la fin de ce webinaire, il y aura une annonce pour le colloque GIRSI qui va avoir lieu le 18-19 septembre et qu'on co-organise entre 3 CLCC cette année avec l'Oncopole de Toulouse, l'Institut Bergonié et l'ICM. Donc voilà, mais il y aura une annonce à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation, surtout. C'était très intéressant. Moi, j'ai une question. Il n'y en a pas encore dans le chat, donc le temps qui se lance, je veux bien poser ma question. Du coup, je m'arroge ce droit. Non, juste la bande sonore du coup que vous allez faire pour les patients, elle est spécifique à chaque patient. Enfin, je sais pas si j'ai compris ou si elle était universelle. Et Elle est donc, personnalisée, oui. pardon, elle est personnalisée? Elle est personnalisée. Donc, il y a la première séance, je pense qu'elle dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, et il y a des écoutes de musique pour que le patient choisisse un enchaînement de musique. Et la musicothérapeute va regarder l'émotion que cela amène. D'accord. Et c'est elle qui évalue l'émotion du patient et qui aide à ça? Après, Oui, pour avoir échangé un peu avec Aude, ben, c'est vrai que elle a une formation aussi en psychologie et D'accord. en tant que musicothérapeute. Donc c'est ça qu'elle va évaluer. Peut-être que elle va évaluer l'émotion, mais aussi le ressenti. les préférences et le ressenti en échangeant avec le patient. Ok. Et du coup, la question que je me pose derrière ça, c'est est-ce que si on prend une autre musicothérapeute qui serait formée à peu près de la même manière, parce que j'imagine qu'il y a différentes écoles, enfin j'en sais rien, c'est une question aussi sous-jacente, est-ce qu'elles arrivent à proposer à peu près les mêmes choses dans d'autres centres après? Comment ça se passe? L'idée, c'est que ça soit Mm. reproductible. Oui, oui. Ok. Mais c'est une formation et ça, oui, avec Aude, on tient beaucoup que c'est justement une musicothérapeute formée qui va avoir les mêmes standards et donc ça va être reproductible. Oui. Ok, super, ben, merci. Alors, je sais pas, Sophie, si tu avais une question entre-temps, mais on m'a renvoyé la même question, sinon sur satisfaction, insatisfaction, difficulté, gestion de projet, comment vous avez vécu tout ça? Alors, ce qui a été difficile, on va commencer par le négatif pour finir en beauté, c'est en fait, tout le travail demandé pour la recherche dans la littérature, la lecture des articles. Donc ça a été un gros travail. Et après, ce qui a été très positif, c'est tout le soutien de la recherche médicale, donc Kerstin, la direction des soins qui est soutenante, le docteur Anne Stomner aussi, médecin addictologue, et aussi le patient partenaire Cyril qui vraiment nous a beaucoup encouragés. Ça a été beaucoup d'élan positif. Donc je trouve ça très précieux de pouvoir développer les soins infirmiers aussi, la recherche par le paramédical. Et je remercie tous ceux qui ont permis de pouvoir avancer dans ce projet. Ouais, je voulais vous féliciter aussi pour le projet, la clarté du propos. Tout est bien étayé. On a envie d'aller avec vous sur ce projet. J'avais une question moi sur le patient partenaire, mais vous l'avez repris. Enfin, je voulais savoir son rôle, mais Kerstin t'en a dit quelques mots à la fin parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être que vous êtes plus habitué à faire ça en centre de lutte contre le cancer, d'inclure les patients dans les groupes de travail et maintenant dans la recherche. Je sais pas, parce que nous, c'est vrai que au niveau du GIRSI, il est question bientôt d'amener des bonus pour les projets qui afficheraient un patient partenaire dans la conception même
dans la conception même du projet. Donc ça, j'avais un point sur le patient partenaire. Et puis après, par rapport au projet en lui-même et aux bandes, j'ai peut-être pas bien suivi. Quelle est la durée de ces bandes sonores? Et les patients l'écoutent quand même, ils sont supposés l'écouter tous les jours et avec des en casque ou quoi? Parce que s'ils travaillent, enfin, ils sont chez eux tranquillement en train d'écouter de la musique. Je pense que c'est ça l'intérêt de faire une étude de faisabilité sur ce genre de Oui, tout projet, à parce fait. que Oui. voilà, en vie réelle, on ne sait pas trop comment ça se passe. Oui, oui, on est très curieux de savoir comment ça va se passer. Après, la musicothérapeute fait des bandes sonores beaucoup plus longues. On a essayé enfin, on lui a demandé de la réduire au mieux pour que le patient puisse l'utiliser vraiment dans des moments le plus facilement possible. Après, on va vraiment voir ce que ça donne mm, En vie réelle. ouais, dans la vie réelle, c'est ça. Et moi, je voulais juste rebondir sur les patients partenaires. C'est vrai qu'on a la chance à l'ICM d'avoir un comité avec des patients partenaires, une coordinatrice des patients partenaires. Et lors de la création du groupe de recherche paramédicale, on a intégré, donc dans le groupe, il n'y a que des paramédicaux et un patient partenaire. Et sur chaque projet qu'on fait émerger, on identifie un patient partenaire. Et ça marche plutôt, enfin, c'est très satisfaisant pour nous. C'est vraiment super, ça. Je pense que c'est Ouais, à bravo. partager même au niveau du GIRSI, enfin Et à propos de l'écoute, du nombre d'écoutes, en fait, on n'a pas, enfin, on a dit au moins une fois. Mais ce qui nous semblait intéressant, c'est que le patient puisse avoir quelque chose à apporter d'eux-mêmes. C'est-à-dire que même, ne serait-ce que d'avoir l'outil à côté pourrait le rassurer, le mettre en confiance et voilà, savoir qu'il y a quelque chose de possible en cas de signe de manque. Franchement, bravo. Et c'est vrai que ce que tu dis, Sophie, c'est intéressant aussi, je pense. Et peut-être qu'il faudrait même qu'on fasse un webinaire sur l'implication des patients partenaires en projet de recherche et peut-être plus spécifiquement en recherche en soins. Je pense que c'est hyper intéressant et c'est majeur en effet dans la construction des projets et encore plus quand on propose, enfin, et d'autant plus quand on propose des choses interventionnelles. Donc il y a des bravos qui arrivent pour ça aussi. Et il y a une autre question qui arrive dans le chat, pas dans les questions, c'est pour une utilisation dans la pratique soignante, est-ce que ça peut être mis en place par des personnes qui sont moins formées à la musicothérapie, donc non musicothérapeutes après, ou est-ce qu'il faudra forcément qu'il y ait quand même cette intervention du musicothérapeute une fois initialement? Et est-ce que, je complète pour rallonger la question encore plus, est-ce que vous pensez que ça pourrait être fait, mettons, comme des consultations à distance si on n'avait pas de musicothérapeute dans les coins? Alors la musicothérapeute vous dirait que la musicothérapeute est essentielle. Elle a une formation très spécifique, donc je crois que c'est niveau master 2. Oui, Ouais, ouais, je pense aussi. C'est vrai que voilà, enfin, elle était très attachée à la qualité de la formation aussi pour pouvoir proposer ce genre d'outils. Parce que je pense c'est important de différencier musicothérapie et écoute de musique. Enfin, c'est un enregistrement musical, c'est un peu aléatoire, on va dire. Là, c'est de la musicothérapie, donc c'est adapté aux besoins et aux souhaits du patient. Il me semble mais Aude, elle nous dira encore mieux. Mais je pense que c'est un peu ça l'idée. Et nous, en tant qu'intervenant en infirmier tabacologue, du coup, ça nous change pas le rythme de suivi. En fait, on s'est calé sur notre rythme habituel de suivi. un grand merci. Puis je vois au niveau, j'ai félicité l'équipe Camirou, voilà, pour la rapidité, même s'il y a de la frustration derrière des démarches entreprises. Là, vous aussi, c'est voilà, un CPP qui est prêt à être soumis. C'est déjà bien aussi. J'imagine que ça a été long aussi. Voilà. Mais le timing est respecté. On essaye. Oui.
Ben, je sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être on va passer du coup au projet porté par Jean Toniolo. Et voilà, je te laisse la parole. Merci Sophie. Je sais pas, vous voyez mon écran? Ouais. Je pense que oui, sinon vous me dites. Donc là, je prends ma casquette de chercheur, je suis content et honoré de pouvoir vous partager ça. On va parler d'hématologie et on va parler d'utilisation des médecines complémentaires et alternatives chez des patients qui ont des hémopathies malignes en France. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une étude mixte. Alors, on le sait, en cancérologie, il y a de forts enjeux dans les soins de support, mais aussi dans ce qu'on appelle la médecine intégrative, qui va proposer l'intégration d'éléments qui sont issus des médecines alternatives et complémentaires dans le processus de soins des patients. Souvent, c'est intégré dans les plans de soins personnalisés et souvent sous forme de soins de support. Alors, ces médecines alternatives et complémentaires, c'est des approches de soins qui ne font pas systématiquement partie des soins médicaux conventionnels. Donc, c'est vrai que là, tout de suite, c'est pas forcément plus clair, mais ça va être tout ce qui est complémentaire, a priori, et alternatif, comme dans le nom. Et elles peuvent inclure des choses comme l'ostéopathie, l'acupuncture, l'aromathérapie, la naturopathie et d'autres diverses techniques énergétiques. Et elles font l'objet d'une classification internationale en 5 domaines, avec par exemple les pratiques fondées sur l'utilisation de produits biologiques, enfin biologiques, de produits vivants, on va dire, l'utilisation de soins qu'ils appellent énergétiques et ou les systèmes globaux de soins comme la médecine chinoise par exemple. La problématique, entre guillemets, de ces médecines alternatives et complémentaires, Max, c'est que leur efficacité, elle n'est pas toujours et systématiquement prouvée. Alors, globalement, on sait que les soignants, ils savent que les patients utilisent ces médecines alternatives et complémentaires parce qu'ils nous en parlent. Il y a eu une méta-analyse, une première en 2012, dans les pays du Nord, qui retrouvait 40% d'utilisation de ces médecines alternatives et complémentaires. Je suis en train de faire une méta-analyse en ce moment, qui est d'ailleurs terminée, en cours de publication, qui montre, parce qu'on a inclus tous les patients atteints de cancer de tous les pays du monde, qui montre qu'un adulte sur 2 atteint de cancer utilise une médecine alternative et complémentaire, ce qui souligne vraiment l'intérêt majeur d'aller savoir ce qu'on y met derrière, qu'est-ce qu'en font les patients et vraiment comment on peut, en tant que soignant, s'inscrire dans ce processus-là. En France, il n'y a qu'une seule étude qui existe sur la proportion d'utilisation de ces médecines alternatives et complémentaires. On retrouvait 83% d'utilisation. Cette étude, elle était exclusivement, non pas exclusivement, presque exclusivement, parce qu'il y avait 2 cancers du sang centrés sur les cancers solides. Alors, les hémopathies, elles diffèrent des cancers solides parce qu'elles ont une nature diffuse qui rend pour les patients leur localisation et leur traitement plus complexes à appréhender et qui peut susciter aussi, bon, comme souvent dans le cancer, quand même beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questionnements. Mais ce caractère diffus, ça majore les choses. Et dans une étude qu'on a conduite en 2022, une étude qualitative dans le service d'hématologie du CHU de Limoges, qui était sur les besoins spirituels des patients, en fait, on retrouvait que sur les patients interrogés, 70% utilisaient des médecines alternatives et complémentaires, mais c'était un tout petit échantillon et c'était une étude qualitative, donc pas faite pour être représentative, et que ça, ces médecines alternatives et complémentaires, ça leur permettait d'améliorer leur bien-être spirituel. Alors le bien-être spirituel, c'est quoi? Alors c'est difficile à définir, mais la spiritualité, c'est pas que ce qui est religieux, c'est l'ensemble des croyances, des valeurs, des choses qui font que les personnes sont elles-mêmes. Ça, c'est les sciences infirmières qui définissent ça, et notamment Maya Zoomstein-Shah. Et en fait, le bien-être spirituel, il est retrouvé dans la littérature comme associé à de meilleurs résultats de santé. Donc les MAC pourraient être un vecteur d'amélioration des résultats de santé de manière indirecte avec le bien-être spirituel apporté et leur efficacité sur certaines choses comme le stress par exemple. Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas de chiffres sur leur utilisation sur l'utilisation de ces MAC en France pour les patients qui sont atteints d'hémopathie, alors que vous avez compris, il y a des enjeux qui sont importants derrière, notamment en termes de sécurité de soins. En termes d'approche holistique et personnalisée qui est prônée dans la prise en charge du cancer, mais aussi en termes de risque de iatrogénie médicamenteuse, parce que prendre des plantes directement, ça peut interagir, et notamment on pensera aux thérapies ciblées qui sont de plus en plus développées, et notamment celles qui sont administrées par voie orale,
et dont la proportion d'utilisation augmente également. Donc l'objectif principal de notre étude, c'est de décrire la proportion d'utilisation des médecines complémentaires et alternatives chez des patients qui sont atteints d'hémopathie maligne. Les objectifs secondaires, c'était de décrire les thérapies alternatives et complémentaires qui sont utilisées par les patients, d'explorer le vécu du patient qui est lié à l'utilisation de ces MAC, les itinéraires thérapeutiques des patients, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont arrivés là, les enjeux et l'efficacité qu'ils en perçoivent. Décrire aussi le score spécifique de qualité de vie des patients, décrire le score de bien-être spirituel des patients et identifier s'il existe des facteurs qui sont associés à l'utilisation de ces médecines alternatives et complémentaires. Donc pour le critère de jugement principal, une proportion, ça va vraiment être le nombre de gens qui déclarent qu'ils utilisent ou pas des médecines alternatives et complémentaires, sachant qu'on a un questionnaire qu'on a déjà développé dans le cadre d'une étude qu'on a fait dans le cancer qui est en train de se finaliser dans le cancer du côlon qu'on a fait en France et aussi qui est en cours au Bénin. Donc on a un questionnaire qui est développé, mais il n'y a aucun questionnaire validé à l'heure actuelle vraiment pour évaluer ça. Donc on leur demande ce qu'ils en pensent et puis après on leur demande aussi qu'est-ce qu'ils utilisent, on leur donne des exemples et on leur demande la fréquence d'utilisation. Du coup, ils vont, dans les critères de jugement secondaire, aussi décrire l'utilisation de chaque médecine alternative et complémentaire. Pour l'analyse thématique, bien sûr, pour la partie un peu vécue, ce sera plutôt une analyse thématique, qualitative, du coup, du contenu des entretiens semi-directifs qu'on va mener. J'aurais pu vous dire avant que c'était une étude qui allait combiner quantitatif et qualitatif. Le score de qualité de vie, on utilise le RTC QLQC30 qui est validé dans la population et qui est un des questionnaires de qualité de vie spécifique à la cancérologie très connu et très utilisé. Pour le score de bien-être spirituel, c'est le FACIT-SP qui est lui aussi validé dans notre population et qu'on a déjà utilisé dans des précédentes études. Et puis, on fera ce qu'on appelle une régression logistique pour voir les déterminants de cette utilisation. On pense que peut-être l'âge, le sexe, le score qu'on va retrouver de bien-être spirituel ou le score de qualité de vie pourrait influencer l'utilisation de ces MAC. Donc, ça va être une étude multicentrique exploratoire mixte entre le CH de Pau, le CHU de la Guadeloupe et le CH de Saint-Thierry-la-Perche. C'est une étude qui est donc transversale à un moment donné, convergente parce que les données qualitatives vont être utilisées pour interpréter et compléter les résultats de l'analyse quantitative. Donc pour la partie quantitative, on va faire ce qu'on appelle un échantillonnage consécutif dans chaque centre où chaque patient qui sera hospitalisé se verra la possibilité de participer à cette étude. Et donc, après avoir recueilli le consentement éclairé, le patient complétera la partie quantitative qui compte un questionnaire avec les types de MAC, est-ce qu'ils les utilisent, pourquoi ils les utilisent, leur durée, entre guillemets, quelle dose, à quelle fréquence, l'efficacité, la satisfaction, les effets perçus. Donc ce questionnaire, il est basé sur ce qu'on a déjà développé dans d'autres études, mais aussi sur donc l'Agence des médecines complémentaires et adaptées en France, mais aussi sur le NIH, qui est l'agence qui s'occupe de ça au niveau international. Et puis, ils répondront donc aux deux questionnaires que je vous ai décrits tout à l'heure, celui de qualité de vie et celui sur le bien-être spirituel. Pour les données qualitatives, elles seront collectées après la réalisation de la partie quantitative et que pour les patients qui seront concernés, vous verrez qu'il y a deux échantillonnages différents et donc ce seront des entretiens semi-directifs en face à face d'une durée de 30 à 60 minutes maximum. On va faire attention à comment on va recruter les gens et on va faire attention à la notion de saturation. Tout ça pourquoi ? Pour avoir les profils les plus exhaustifs possibles. Dans la partie qualitative, on ne va pas rechercher la représentativité, la représentativité des résultats, mais plutôt l'exhaustivité des différents résultats qu'on va pouvoir identifier pour essayer d'être le plus, du coup pas représentatif, mais exhaustif dans les différents vécus de cette utilisation des médecines complémentaires. Du coup, on prendra en compte les facteurs qui influencent le choix du type de MAC ou de leur non-utilisation, parce que ça ne sera pas que chez les patients qui utilisent les MAC, ces entretiens semi-directifs. L'impact, les ressentis, en fait, on ira approfondir un petit peu le quantitatif pour comprendre les mécanismes qui sont derrière. Et surtout, on ira vraiment aussi sur les attentes des patients vers les professionnels de santé concernant ça. Est-ce qu'ils trouvent que c'est la place à l'hôpital et qui doit les guider ou pas, etc., etc. Donc, pour être inclus, il faut être un patient atteint d'une leucémie aiguë, d'un lymphome ou d'un myélome, être hospitalisé en cours de traitement dans un des centres de l'étude, quel que soit le stade de la pathologie. Âgé de plus de 18 ans, savoir lire et écrire, être jugé apte par l'infirmier référent pour répondre aux questions et à l'entretien, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce questionnaire il aille
sur le plan psychologique, impacter les patients, plus qu'ils ne le sont déjà, et donc il y aura cet aval-là. Donc, bien sûr, le consentement, la couverture maladie, ça, c'est des critères qui sont classiques. Les critères de non-inclusion, donc les patients qui ont des troubles neurocognitifs ou des troubles psychiatriques sévères, des patients qui seraient en phase terminale de la maladie, parce que là, on est sur une autre dimension des soins de support et des médecines alternatives et complémentaires. Et puis des patients qui participeraient à une étude interventionnelle sur l'efficacité des MAC, vu qu'on en a une qui est en cours sur 2 des centres qui vont participer, ceux-là ne pourront pas être inclus. Alors, quelle taille d'échantillon? Eh bien, si on se base sur l'étude qui avait été réalisée en France, eh bien, on obtient qu'il nous faudrait 85 patients pour la partie quantitative et 36 pour la partie qualitative, parce qu'il est reconnu que 12 entretiens permettent d'atteindre ce que je vous appelais la saturation tout à l'heure. Et donc, on prendra 12 entretiens avec des patients atteints de lymphome, 12 avec des patients qui sont atteints de leucémie et 12 avec des patients qui seront atteints de myélome. Donc, les retombées attendues, eh bien, les données quantitatives, ça va permettre de décrire l'utilisation des MAC parmi les patients qui vont souffrir d'hémopathie maligne. Ça va répondre à un vrai gap dans la littérature. Ça va nous permettre d'envisager l'intégration des médecines alternatives et complémentaires dans les parcours de soins, et ça va surtout nous permettre de favoriser cette approche holistique et personnalisée derrière. Mais ça va aussi permettre du coup de guider, en fonction de ce qui va ressortir, les études qui sont nécessaires pour aller évaluer l'efficacité de ces médecines alternatives et complémentaires, en se disant qu'on peut peut-être commencer par celles qui sont le plus fréquemment citées et utilisées par les patients. Et puis, ça permettra aussi de diminuer le tabou autour de l'utilisation de ces médecines alternatives et complémentaires, de renforcer la relation de confiance entre les soignants et les soignés, et de mieux identifier les risques d'interaction médicamenteuse qui pourraient être envisagés. Donc, on envisage de publier ça dans Blood, qui est une revue spécialisée internationale en hémato, et bien sûr communiquer dans des congrès. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous dis juste, parce que je vais le laisser en fond le temps qu'on parle, Kerstin a parlé du 12e colloque de recherche, du 12e colloque interrégional de la recherche paramédicale Grand Sud-Ouest Outre-mer les 18 et 19 septembre à Toulouse, à l'Oncopole Claudius Régaud. Et il y a un appel à communication en cours. Vous pouvez encore candidater sur le site de l'appel, sur le site du congrès, du colloque, pardon. Et la deadline, elle a été étendue jusqu'au 31 mai, donc n'hésitez pas, ce serait très chouette de pouvoir partager tous autour de vos travaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean. Je suis super heureuse pour toi et ce projet qu'il ait été retenu pour un financement. Je pense qu'en effet, ce que tu appelles les MAC, c'est quelque chose donc qui fait débat, qui fait l'objet de nombreuses discussions, et il s'agit peut-être pas juste d'aller envoyer balader ça d'un revers de la main en disant c'est pas prouvé, c'est pas truc, tout ça. Là, c'est pas le sujet, c'est juste se rendre compte effectivement que, comme tu dis, il y a une grosse proportion de personnes qui ont recours. Donc je trouve qu'en ça déjà, puis le mix avec du Cali, ça va être super intéressant. Est-ce que par contre, voilà, moi c'est vrai que je suis plutôt très rationnelle, etc. Donc chaque fois je me méfie un peu. On décrit aussi une espèce de porosité de ces techniques chez la communauté soignante, avec un risque éventuellement de dérive. Donc est-ce que vous aussi, au cours de vos entretiens ou dans les questionnaires, si vous repérez une personne qui utilise quelque chose qui est soit de l'ordre de l'emprise sectaire, ou quelque chose qui peut être vraiment pénalisant pour la santé, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose, sachant que vous êtes a priori dans du RIPH 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, normalement vous ne devez pas intervenir, ou je voudrais savoir quelles mesures vous avez prises pour ça. C'est une vraie bonne question. Oui, c'est vrai que j'ai pas dit où on en était non plus. En effet, donc c'est une RIPH 3. On atteint la fin des études de faisabilité pour déposer au CPP. Donc ça, c'est des questions qu'on s'est posées dans la mesure où si on n'est pas face à ça sera des choses qu'on va discuter au cas par cas si ça arrivait.
La vulnérabilité on évite les populations vulnérables, enfin, si tant est qu'on puisse peut dire que les patients atteints de cancer ne sont pas des populations vulnérables, et ils le sont certainement et quand même, mais on évite d'être dans des cas où des patients ne pourraient pas choisir et décider pour eux-mêmes. Donc là, c'est tout un enjeu derrière qui va être important. J'ai pas de réponse là tout de suite sur comment est-ce qu'on va faire de manière pragmatique pour gérer ça. Si là, une personne se met en danger, etc., bien sûr, ce sera signalé à l'équipe soignante. Mais y a pas on n'a pas établi une procédure stricto sensu parce que, a priori, les personnes sont en capacité de décider pour elles-mêmes là tout de suite. Je suis désolé, j'enlève pour vous voir en même temps. Je sais pas, peut-être que l'équipe de l'ICM est confrontée aussi à ces pratiques ou Ouais, si vous avez une idée. Oui, tout à fait. On a beaucoup réfléchi là-dessus aussi. Et la difficulté, c'est justement d'intégrer des interventions non médicamenteuses ou des médecines complémentaires. Enfin, justement, j'avais posé une question dans le chat sur comment on nomme ces pratiques. Et en fait, l'importance que ce soit des méthodes validées et en tout cas étudiées parce que moi je pense aussi qu'une population, comme tu as dit, est vulnérable, donc peut tomber dans des pièges. Voilà. Donc je sais pas, pourquoi médecine complémentaire, alternative et complémentaire. Et moi, j'ai l'habitude de plutôt parler de INM, intervention non médicamenteuse. Donc, je voulais juste avoir cette. Ouais. Pourquoi cette définition-là? Parce que intervention non médicamenteuse, ça peut abolir certaines plantes ou l'utilisation de compléments alimentaires. Et donc c'était parce que dans la définition internationale, ils incluent par exemple l'utilisation, mettons des suppléments vitaminiques ou des choses comme ça, comme des médecines alternatives et complémentaires. Et on voulait rester sur cette définition qui est plus large pour pas passer à côté d'un type qui serait très utilisé en fait. Et je pense que dans l'idée où on va repérer ce qui se passe, ça va justement permettre aussi dans ce contexte de vulnérabilité de voir quel potentiel dérivé il pourrait y avoir. Bon, la question n'est pas bien sûr, si un patient se met en danger, c'est ce que je disais, il y aura quelque chose de mis en place, on reverra ça avec la DRI. Mais parce que, en effet, l'enjeu majeur, c'est que les gens puissent aller vers des pratiques qui soient sécuritaires. Qu'elles aient une efficacité réelle sur le symptôme ou pas, mais si elles améliorent la qualité de vie, ça peut simplement être déjà largement suffisant et très chouette dans les populations atteintes de cancer, par exemple. Mais après, il faut pas que ça soit des dérives aussi où c'est très cher ou voilà et en fait moi ce qui me gêne avec alternatif c'est que alternatif à quoi? Au traitement parce qu'en fait il y a une certaine population qui peut dire aussi non mais votre chimiothérapie moi j'en veux pas, moi je vais prendre un traitement alternatif. Ouais. Donc ça me gêne un peu ce terme-là. Oui, je comprends. Moi aussi, ça me gêne, j'avoue. En tout cas, complémentaire, c'est très bien, mais pas ouais, alternatif. je comprends. C'est le seul truc, et c'est pour ça que souvent c'est utilisé dans la littérature pour les effets secondaires des traitements. Et la réalité, c'est qu'il y a plein de patients qui préfèrent prendre leur aromastique plutôt que de prendre un antinauséeux, par exemple, avec des huiles essentielles. Et du coup, on est un peu embêté parce qu'en effet, s'ils sont soulagés avec ça et qu'ils ont envie d'utiliser cette technique-là plutôt que de prendre un si besoin de médicaments, Mais c'est voilà. alternatif à un traitement symptomatique, pas un traitement. Ah oui, pas un traitement curatif de la chimiothérapie, c'est pas le but. Mais c'est là où la confusion peut arriver, je pense. On est bien d'accord. Et c'est tout l'enjeu après derrière et de ce que fait l'AMCA, etc. dans la définition de tout ça et dans la diffusion et dans le fait de faire connaître que ces utilisations elles peuvent avoir de l'impact sur les gens et sur les populations générales et bien expliquer justement que ça remplace jamais le traitement chimiothérapeutique ou immunothérapie, mais c'est plutôt à viser complémentaire en effet du coup sur les symptomatologies associées quoi.
Mais je suis 100% d'accord avec toi. Camille, en réa, vous rencontrez aussi, après c'est peut-être des personnes qui restent moins longtemps dans l'édit ou est-ce que vous êtes confronté aussi à ces pratiques ou Nous, on l'est moins, on a plus du aigu. Et après, ceux qui restent longtemps, en fait, eux, ils voudraient avoir du coup accès à certaines thérapies non médicamenteuses, rien qu'une psychologue, mais on n'en a pas forcément une disponible rapidement qui nous est attitrée. Et donc, du coup, en fait, on n'a pas grand-chose à leur proposer, nous, de dire, ben oui, je pense que du coup, avoir un ostéo ou quelque chose qui puisse venir pour les soulager de leurs maux, d'être dans un lit, même si on essaye de faire le plus confortable possible, c'est que en fait, ils ont pas nous, on leur propose pas parce qu'en fait, on n'a pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un en continu présent dans le service pour pouvoir amener ce côté médical parallèle qui peut du coup amener un bien-être aux patients. Oui, je voulais juste préciser aussi que, en fait, à l'Institut du cancer de Montpellier, on a un plateau de soins de support. Donc ça, c'est des soins de support bien définis et du coup des techniques, des méthodes bien prouvées par la science. Et après, on a aussi amené quelques méthodes complémentaires, enfin des interventions non médicamenteuses ou ce qu'on veut, comme la musicothérapie, comme l'art-thérapie et comme le yoga thérapeutique. Donc ça, c'est des méthodes et des techniques qui ont montré une certaine efficacité voilà, dans la littérature. On a une acupunctrice aussi, Et une acupunctrice. Ouais. une hypnothérapeute, une dame qui fait un médecin. Donc c'est vrai que c'est très très rassurant de les orienter vers des personnes du coup sur le site, parce qu'on sait qu'elles sont les prestations sont de qualité. Vous parliez tout à l'heure de la formation de la musicothérapeute. C'est vrai que c'est essentiel dans ce Oui. contexte-là. Et je pense que d'avoir un peu un état des lieux de ce qui se fait, ce sera vraiment utile pour la suite et de dire, bon, ben là, il faut qu'on structure, qu'on voit sur quoi ça peut être efficace, etc. Et dans quelle manière on peut apporter, à mon sens, un parcours de soins sécuritaire aux patients. Parce que, en fait, il s'avère que la plupart du temps, enfin, souvent, et on peut le voir en radiothérapie ou des choses comme ça peut être conseillé par les équipes soignantes d'aller voir des personnes pour les brûlures ou des choses comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça, par exemple, ça nécessite d'être clarifié. Comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Je suis entièrement d'accord. Je vois pas de nouvelles questions dans le chat. Moi, j'ai une toute petite frustration aujourd'hui, c'est qu'on n'était pas nombreux alors que les projets étaient, mais chacun des 3 projets était vraiment super intéressant. Voilà. En plus, ce qui est vachement bien, c'est qu'on voit que ça part du terrain, d'une envie de l'équipe, d'un besoin identifié. Ben, voilà, je trouve que c'est pas, voilà, ça tombe pas de nulle part. Donc cette petite histoire qui va avec le projet, elle est super sympa à écouter. Je pense qu'elle peut encourager d'autres personnes à s'engager dans cette voie. Donc peut-être l'explication, on a peut-être été un petit peu lent à diffuser cette info et je pense aussi d'être restreint à la simple interrégion alors que finalement les projets, ça peut intéresser n'importe quelle équipe en France. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de replay, donc ça vous aurez su un retour de toute façon sur le nombre de replays qui sera fait de vos interventions. Donc moi je vous dis un immense merci pour la qualité de chaque présentation et vraiment, comme chaque année, on va suivre l'avancée de ces projets.
Je ne sais pas après si Jean, si tu as une annonce du prochain webinaire, à part le colloque. On Non, n'a pas enfin, regardé les dates. si, dans 2 secondes, si on meuble 2 petites secondes, on a la date, c'est au mois de juin, je pense que c'est le 25 juin, le prochain webinaire. Et ce sera sur les méthodes statistiques et comment on construit un essai comparatif randomisé, il me semble, ou en tout cas, pas que les essais comparatifs randomisés, mais les études interventionnelles, incluant les études quasi expérimentales. Donc là, on aura des méthodologistes qui viendront nous parler de tout ça et nous le rendre le plus intelligible possible. Et ce sera aussi l'occasion de pouvoir poser plein de questions sur ces méthodes qui sont très utilisées en recherche, interventionnelle en tout cas, et de clarifier certains points. En tout cas, je voulais vous dire merci aussi pour les partages de ces projets, c'est super. Habituellement, on fait aussi, une fois que les études sont publiées, ou en tout cas terminées, et qu'on a les résultats, on reparle de tout ça. Ce sera l'occasion de venir nous dire tous vos résultats, et ce sera chouette de pouvoir vous entendre sur tout ça. Et donc, on se retrouve le 25 juin avec peut-être un webinaire supplémentaire début juin de proposer sur l'écriture d'articles scientifiques. Mais on n'a pas la date, mais il y aura une communication de fait sur ça également. Ce sera un webinaire inter-JIRSI du coup, à l'échelle nationale, pour le coup. Bonne fin de journée à tous et encore merci pour votre présence dans ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.